Euh, Quand aujourd'hui, en Afrique, on voit les records des prévisions de croissance économique des pays comme je dirais euh, la République démocratique du Congo, ou le Nigeria, le Ghana, l'Angola ou même la Côte d'Ivoire pour 2013 à 2014. C'est avec beaucoup de joie que nous les Africains remarquons que l'Afrique aujourd'hui se développe à son tour, et cela très rapidement d'ailleurs. Mais aussi, quand on se penche un tout petit peu sur le sujet, on remarque que les chiffres de la Banque mondiale par exemple, qui traitent sur l'évolution du nombre de personnes vivant en Afrique subsaharienne en dessous du seuil d'extrême pauvreté sont sérieusement alarmants. On parle ici d'environ 204 millions en 1981 pour 386 millions d'Africains en 2008. Il y a quand même une nette augmentation de la pauvreté en Afrique. Alors bien évidemment, oui, l'Afrique aujourd'hui se développe à son tour et rapidement, de quoi rendre certaines personnes contentes, fières, mais aussi de quoi rendre certaines personnes comme moi assez sceptiques. Alors la question que j'ai envie de me poser aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que ce développement veut alors dire que nous les Africains, nous vivons mieux qu'hier, ou cela veut dire que nous sommes moins pauvres qu'hier? Non, et la preuve en est que si on prend l'exemple de la Sierra Leone, dont la croissance économique est estimée aujourd'hui être quand même la deuxième du continent, avec environ 9,8%, a quand même 70% de sa population qui vit en dessous de la pauvreté. Je peux aussi parler du Congo, de la République démocratique du Congo, cinquième croissance économique d'Afrique devant le Ghana avec 8,8%. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les conditions inhumaines dans lesquelles les Congolais vivent aujourd'hui dans leur pays, avec une extrême pauvreté qui ne saurait même pas cacher son nom. Et comme si cela ne suffisait pas, on y trouve une guerre civile qui fait de sérieux ravages sur le plan de vie humain. Et le pire est que cette guerre même est une guerre froide, d'intérêt étranger, dont le champ de bataille qui se trouve, bon, malheureusement sur le sol congolais n'est qu'en fait, je dirais, l'un des dommages collatéraux d'une diplomatie qui cherche, oui, on peut dire, qui cherche la paix pour les pays et intérêts qui sont représentés au Congo, mais sauf pour les intérêts des Congolais eux-mêmes. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'ironie ou bien enfin, la supercherie de la diplomatie internationale aujourd'hui. Alors, moi j'aime souvent dire que l'idéal serait pour nous Africains de nous rendre compte, et très vite d'ailleurs, des dimensions appauvrissantes, j'ai même envie de dire des dimensions aliénantes que ce développement apporte sur nos terres. Il est évident que c'est ce genre de développement qui appauvrit la majeure partie des Africains aujourd'hui, que ce soit intellectuellement, économiquement et surtout d'ailleurs culturellement. Alors, bien sûr, quand je dis développement, je parle du développement dans le sens prévu par l'Occident au XXIe siècle. Et je parle aussi d'ailleurs de cette façon que nous Africains, nous avons d'entreprendre en fait de développement comme il nous a été inculqué par nos propres bourreaux. C'est cette façon de voir les choses en fait qui nous entraînera vers une autodestruction inévitable. Donc il va falloir à un moment donné que nous repensions un peu notre façon de comprendre le monde, notre façon de comprendre le développement. Bien évidemment, nous, en tant qu'Africains, nous sommes aussi à l'origine des pouvoirs de nos différentes nations souveraines. Nous avons aussi besoin de nous développer et de nous moderniser. C'est une chose évidente et personne ne doit nier le besoin d'un peuple à vouloir se développer ou à vouloir s'émanciper ou même se moderniser. Mais par contre, ce développement ne doit pas être une tendance qui vient de l'étranger. Elle doit d'abord venir de l'intérieur, et c'est ce développement interne qui devient petit à petit visible de l'extérieur par le regard étranger. En ce sens, je dirais le rôle de l'étranger doit seulement être celui d'observer le développement et non celui d'intervenir dans le processus même du développement. Pardon. Alors, pour ne pas seulement parler du rôle de l'étranger dans notre développement, je veux aussi m'attarder un tout petit peu sur le rôle des représentants de nos nations souveraines. Alors remarquez, dans ma phrase, je parle bien de représentants, c'est-à-dire que leur rôle est celui de nous représenter, nous, en tant qu'Africains. Et bon, moi j'entends souvent, venant de certains d'entre nous, dire que l'Afrique ne changera jamais à cause de nos dirigeants, mais vous savez, moi j'ai envie de leur dire que nos dirigeants ne changeront jamais
si nous ne changeons pas nous-mêmes, ou encore si nous n'essayons pas de ne rien changer à la situation dans laquelle nos dirigeants nous ont mis aujourd'hui. Donc on peut aussi dire que c'est un peu à cause de nous que eux ils ne changent pas, bien qu'il soit vrai que c'est à cause d'eux que notre situation ne change pas non plus aujourd'hui. Mais il ne faut pas, c'est-à-dire négliger l'ordre des priorités. Il est bien de s'être posé la question en premier, mais ne nous éternisons pas à attendre une réponse à la question de savoir de qui le changement viendra le premier. Si nous pouvons répondre nous-mêmes à cette question, pourquoi ne pas y répondre? Et d'ailleurs, on sait qu'il faut bien que quelqu'un brise ce cercle vicieux. Et j'ai envie de dire que ce ne sera pas eux, parce que eux, ils ont tout intérêt à nous voir dans la situation, dans la position dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est eux qui nous ont mis dans cette position. Mais par contre, nous avons tout intérêt à nous en échapper. Donc, je dirais le changement doit d'abord venir de celui qui a besoin du changement, c'est-à-dire de nous. Et de fil en aiguille, si le changement est bien organisé, bien sûr, il arrivera chez nos représentants et chez nos dirigeants. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance de la chose ici. Bon alors, pour revenir aussi au sujet, bien sûr, nous aussi, nous devons jouer un rôle tout aussi important dans notre développement en tant qu'Africains et aussi en tant que nation africaine d'ailleurs. Notre rôle, je dirais dans l'idéal, serait de pouvoir choisir en tant que personne libre ou bien même en tant que personne indépendante la trajectoire de notre développement et sans que cela ait d'abord à plaire à qui que ce soit. Le plus important est que ce développement nous soit sain et profitable d'abord à nous et ensuite à l'autre si possible. Pour ne pas, nous ne voulons pas d'un développement qui profite d'abord à l'étranger et ensuite qui profite à quelques-uns d'entre nous. C'est le développement qui se passe aujourd'hui et je suis désolé, ça ce n'est pas un développement, c'est plutôt, je dirais, une sorte de régression vers une nouvelle forme d'esclavage. Et pour savoir ce qui nous est profitable, il va falloir que nous sachions premièrement qui nous sommes aujourd'hui et aussi qui nous avons été dans le passé, dans le sens où, pour reprendre un peu Machiavel, nous devons, par le nom de la liberté, faire appel aux souvenirs des anciennes institutions, que ce soit dans le débat critique ou que ce soit dans l'adaptation de nos anciennes institutions aux réalités contemporaines. Et c'est comme ça que le développement devrait être organisé en Afrique aujourd'hui, parce que c'est cette manière en fait d'organiser toute chose qui nous évitera en fait de tomber dans, j'ai envie de dire, l'aliénation de l'occidentalisation, de l'impérialisme ou bien même de ce qu'on appelle aujourd'hui la modernisation. Et d'ailleurs, même dans le fond, c'est quoi la modernisation? J'ai envie de dire que c'est tout simplement l'effort des hommes d'actualiser leur tradition à leur époque. Donc, on peut dire que se moderniser dans la tradition de l'autre devient aliénant. Et c'est un peu ce que l'impérialisme occidental est en train de faire sur nos terres aujourd'hui, au XXIe siècle. L'impérialisme est en train d'aliéner chaque Africain, que ce soit vous, que ce soit moi. Et le premier devoir de résistance face à cette aliénation est d'abord la prise de conscience de ce qui nous arrive. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'à un moment on s'arrête et on se pose la question de savoir mais qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui, un peu comme une façon de faire, je dirais, l'état des lieux. Je veux donc que cette première série de vidéos que je commence avec celle-ci soit déjà perçue par vous comme étant une tentative, je dirais, de conscientisation du problème que nous avons aujourd'hui en Afrique. Et ce problème est que l'Afrique aujourd'hui s'aliène au niveau collectif comme au niveau individuel, et cela sur le plan étatique, politique et surtout sur le plan culturel. Et malheureusement, cet art affecte autant la conscience populaire, c'est-à-dire l'Africain moyen comme vous, comme moi, et elle affecte aussi tous ceux qui revendiquent en fait un retour aux anciennes institutions. Et je fais ici référence à certains tamites, certains panafricains ou encore même à certains afrocentristes. Je veux donc soulever pour cette première série de vidéos la problématique de savoir comment rester soi-même ou encore comment rester africain dans un monde aussi aliénant que celui d'aujourd'hui. Et ce que je propose pour répondre clairement à cette problématique, c'est de diviser cette première série de vidéos en 3 grandes parties.
Alors la première partie développera donc d'abord sur les dimensions aliénantes du monde contemporain, et ensuite dans la deuxième grande partie, je vais faire le rapprochement de cette dimension aliénante sur le plan individuel et ensuite sur le plan collectif dans les sociétés africaines. Et je vais finir par la troisième grande partie avec l'intention de proposer à ma manière des éléments de réponse à cette aliénation par la réconciliation de soi avec soi-même. Alors, la première partie étant cette notion de devenir étranger de soi. Alors, c'est quoi être étranger de soi? Premièrement, c'est se voir par le regard de l'autre. Quelqu'un qui est aliéné en ce sens, c'est quelqu'un qui finit par se comprendre non pas par rapport à ses propres valeurs, mais plutôt c'est quelqu'un qui finit par se voir et se considérer par le regard de l'autre. De manière beaucoup plus simple, c'est d'abord plaire à l'autre pour pouvoir se donner une valeur personnelle. Mais il va falloir comprendre que plaire à l'autre, c'est aliénant parce que l'autre devient le mandataire de ma personne, c'est-à-dire que l'autre devient le tiers intervenant dont j'ai besoin de la permission pour pouvoir avoir accès à moi-même, pouvoir avoir accès à qui je suis. Donc, l'opposition à l'aliénation ici serait la réconciliation de mon soi avec moi-même, non pas dans l'objectif de me dire que l'autre n'est pas important dans ma vie donc je m'en débarrasse, non, mais plutôt dans le sens où l'autre ne doit jamais être le garant de ma valeur personnelle, mais il doit plutôt être le compagnon de mon chemin de vie. Et il va falloir comprendre que je n'ai pas besoin d'adopter les valeurs de l'autre pour avancer avec lui. Je peux garder les miennes et avancer parfaitement et amicalement avec l'autre. Il est donc très important de se réconcilier avec soi pour avancer avec l'autre et non de penser par l'autre pour s'oublier soi. Et c'est ça en fait le début de l'aliénation, et c'est ça qui est la difficulté aujourd'hui en Afrique. Cette difficulté qui est que pour les anciennes colonies françaises par exemple, ce qui est très vrai pour les gens de ma génération, on en arrive à se fâcher avec qui nous sommes, non même pas pour avancer avec la France, mais surtout et malheureusement même dans l'intention de nous oublier dans elle, c'est-à-dire de nous assimiler en fait à la culture française. Voilà en quoi l'impérialisme français peut devenir aliénant pour l'Africain francophone et l'Africain francophile. Parce qu'il veut en fait rompre ce lien que j'ai avec moi-même, en ce sens où cet impérialisme m'amène à la position où je me convainc que j'ai besoin de devenir français, en l'occurrence de devenir l'autre, pour devenir mieux que celui que je suis aujourd'hui. Et ce qui est beaucoup plus dangereux si on fait attention à ce qui se passait dans le passé. Et on peut prendre par exemple l'exemple de nos parents et bien de nos grands-parents. C'est vrai qu'eux aussi ils voulaient devenir français, mais ce n'était pas culturellement comme aujourd'hui, c'était beaucoup plus sur le plan légal, afin de pouvoir jouir des avantages législatifs que seuls les Français avaient à leur époque. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. C'est les gens de ma génération, nous voulons tous devenir français, que ce soit dans l'esprit, dans notre manière d'exister, dans notre manière d'être, ou bien même dans notre manière de penser. Donc voilà un peu comment aujourd'hui nous perdons en fait notre intégrité dans sur le plan collectif comme sur le plan individuel. Et d'ailleurs nous en sommes rendus à un point où si on prend par exemple la mode, qu'elle soit vestimentaire ou bien même musicale, elle dépend complètement des anciens colons, et en l'occurrence de la France, pour reprendre les exemples des pays francophones africains dont je parlais tout à l'heure. Et la diaspora est devenue aujourd'hui le moyen de communication entre ces deux mondes. Un peu comme si ces gens de la diaspora, ces Africains, vont en Occident pour chercher la bonne nouvelle et pour pouvoir venir nous l'annoncer à nos anciennes colonies, c'est-à-dire nous qui sommes restés en Afrique. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Et même nos vedettes aussi locales, en Afrique, qui elles sont supposées être les personnes qui nous influencent, nous, sont aussi à leur tour influencés par la mode et la culture de la diaspora. Et cette culture, tenez-vous prêts,
qui est réactionnaire à la malgérance du social dans ces pays occidentaux, se voit souvent devenir la culture de consolation de la diaspora africaine. Et c'est comme ça que petit à petit l'amalgame naît, parce que nos vedettes africaines s'inspirent généralement de cette culture qui est réactionnaire, qui n'a rien à voir avec la culture africaine. Bon, on sait qu'ils s'inspirent de cette culture pour des raisons économiques, parce que c'est la diaspora qui a le pouvoir d'achat dont ils ont besoin. Et très vite, l'amalgame naît, et c'est cette culture réactionnaire exprimée par nos vedettes africaines qui devient petit à petit soit musique africaine ou bien cinéma africain, mode africain, et j'en passe. Alors moi ça me fait souvent rire d'entendre certains de mes amis me dire, quand ils portent, vous savez, des vêtements mais complètement occidentaux dans le design, et avec des petits motifs comme décoration, des petits motifs africains, et ils me disent que, tu sais Brice, aujourd'hui moi je m'habille dans la mode africaine. Bon, je veux dire, j'ai pas trop envie de m'éterniser dessus, mais il va falloir à un moment donné savoir en fait comment on fait ce qu'on fait et pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Si on veut s'habiller africain, on s'habille africain. Si on veut s'habiller occidental, on s'habille occidental. Donc voilà quoi. Et donc voilà le premier élément sur lequel je voulais m'attarder dans cette première vidéo. Toujours dans la thématique de la première grande partie, je vais dans ma prochaine vidéo parler du deuxième élément qui développera sur la perte du sujet en extension un peu avec ce dont je parlais à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps de suivre ma vidéo. Vous pouvez me trouver sur ma page Facebook Brice Marvin Kemajou, sur mon Twitter aussi Brice Marvin Kemajou, et sur le compte YouTube que je viens de créer. N'oubliez pas de me suivre sur ces différentes plateformes. Je vous remercie beaucoup, et à très bientôt pour la prochaine vidéo, peut-être la semaine prochaine. Au revoir.